C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce jeudi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce bulletin. Le bras de fer entre Moscou et l'Union européenne promet de s'intensifier. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qualifie de poison à l'action lente les sanctions imposées à la Russie. Des détails en début de journal. La Moldavie qui craint de son côté des manœuvres de déstabilisation orchestrées par le Kremlin. La présidente moldave Maia Sandu le réaffirmait ce mercredi. Enfin, la Côte d'Ivoire a officiellement rouvert ses frontières terrestres hier mercredi, après 3 ans de fermeture due à la pandémie de la Covid-19. Un poison à l'action lente, c'est ainsi que qualifie le chef de la diplomatie de l'Union européenne les sanctions contre la Russie. Près d'un an après le déclenchement de la guerre d'invasion contre l'Ukraine, Josep Borrell insiste sur la nécessité de renforcer l'aide militaire à Kiev. On l'écoute dans cet entretien qu'il accordait hier mercredi à la rédaction d'Euronews. Le chef de la diplomatie européenne en est convaincu, les sanctions contre la Russie fonctionnent. C'est ainsi que Josep Borrell résume à Euronews l'effort des 27 après la première année de guerre en Ukraine. Hemos sancionado a Rusia con sanciones económicas que están haciéndole mucho daño. Sus ingresos por venta de hidrocarburos están cayendo, su déficit público aumenta, su déficit comercial también. Sectores críticos como el automóvil y la aviación están parados. Es como un veneno de acción lenta, pero segura. Josep Borrell reconnaît qu'il n'a pas toujours été facile de maintenir l'unité entre les États membres face au Kremlin, mais il souligne l'importance de cette solidarité, car la guerre pourrait se poursuivre encore longtemps. No siempre es fácil, pero hasta ahora lo hemos conseguido. Algunos protestando, discrepando, pero al final hemos tenido la unanimidad que necesitamos. Y por desgracia muy temo que vamos a ver cómo esa guerra va a tener otro año. No tengo una bola de cristal, pero Rusia tiene 300.000 soldados, el doble de los que tenía antes de la guerra, esperando para un ataque cuando el tiempo lo permita. La situación no es fácil y por eso creo que los europeos tenemos que seguir más de lo mismo. Le chef de la diplomatie de l'Union estime que les 27 doivent accroître rapidement leur aide militaire à l'Ukraine, mais il appelle dans le même temps à travailler sur une issue négociée, deux voies qui ne seraient pas contradictoires selon lui. Al mismo tiempo, buscar por todos los medios, especialmente a través de las Naciones Unidas, lo que sea posible para negociar una paz, pero una paz basada en el respeto a la integridad territorial de Ucrania y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas. La semana que viene en Nueva York puede ser una buena ocasión para eso. En revanche, Josep Borrell reste très réservé sur la possibilité de pouvoir négocier prochainement avec le président russe. No lo sé, hasta ahora a todo el mundo Putin le ha dicho que tiene objetivos militares que cumplir y hasta que no los cumpla no parece dispuesto a parar la guerra. Es él quien la empezó y es él quien la tiene que parar. On reste dans la région pour débarquer cette fois à Chisinau en Moldavie où la présidente Maia Sandu se dit convaincue de l'existence d'un complot ourdi par la Russie pour déstabiliser son pays. Le pays, faut-il le souligner, est traversé à sa frontière avec l'Ukraine par une région séparatiste pro-russe, la Transnistrie, où sont stationnés des soldats de Moscou. La Russie tenterait d'organiser un coup d'État en Moldavie. C'est ce qu'affirme lundi la présidente pro-Union européenne du pays d'Europe de l'Est. Selon des informations obtenues par les services secrets ukrainiens, le Kremlin voudrait ouvrir un nouveau front dans son invasion du pays. Le plan prévoit des actions impliquant des saboteurs ayant une formation militaire habillés en civil qui entreprendraient des actions violentes, attaqueraient des bâtiments gouvernementaux et prendraient des otages. En organisant des actions violentes déguisées en protestation de la soi-disant opposition, ils visent un changement de pouvoir à Chisinau. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la Moldavie est sous pression.
Par 2 fois, des missiles de l'armée russe tirés depuis la mer Noire et visant l'Ukraine sont passés au-dessus du territoire moldave. Autre paramètre, la guerre a causé une crise énergétique profonde. Le prix de l'électricité a été multiplié par 6 depuis 1 an. Résultat, une crise économique grave. L'Union européenne a promis une aide à hauteur de 250 millions d'euros pour aider Chisinau. Des événements qui ont mené la première ministre à démissionner lundi, alors que les rumeurs sur un possible coup d'État dans le pays circulaient déjà. Un nouveau chef du gouvernement a été nommé dans la foulée. Les tentatives de déstabilisation russe de la Moldavie ne datent pas d'hier. Des soldats russes sont stationnés dans la région séparatiste de Transnistrie depuis 1992 et depuis 2014, cette république autoproclamée demande à être rattachée à la Russie. Du côté du Kremlin, Vladimir Poutine dément que la Russie ait organisé un coup d'État. Nicola Sturgeon, la première ministre de l'Écosse, a annoncé sa démission hier après 8 années passées à la tête du gouvernement. Pour l'heure, elle restera en poste jusqu'à ce que le parti nationaliste dont elle est membre désigne un nouveau leader. C'est l'un des symboles de l'indépendance écossaise qui tombe. La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a annoncé ce mercredi sa démission après 8 ans au pouvoir. Elle a expliqué que son retrait est lié à des raisons personnelles. Today I am announcing my intention to step down as First Minister and leader of my party. I have asked the National Secretary of the SNP to begin the process of electing a new party leader, and I will remain in office until my successor is elected. Cette annonce surprise porte un coup à la cause indépendantiste écossaise. Arrivé au pouvoir en 2014, Nicola Sturgeon se battait depuis plusieurs années pour obtenir un nouveau référendum auquel Londres s'oppose fermement. Fragilisée par une loi récente facilitant le changement de genre, la dirigeante de 52 ans a décidé de jeter l'éponge, expliquant que l'énergie lui manquait après plus de 15 ans à des postes de responsabilité. Renforcement de la coopération bilatérale sino-iranienne, le président iranien Ebrahim Raïssi est arrivé mardi à Pékin pour une visite de 72 heures. L'objectif de ce déplacement est bien sûr de consolider la coopération avec la Chine et déjà des résultats ont été engrangés. Des accords stratégiques couvrant une période de 25 ans ont été signés entre les deux pays. Le point avec nos confrères d'I24 News. Visite officielle d'Ebrahim Raïssi en Chine. Le président iranien est arrivé mardi à Pékin pour un séjour de 3 jours. Il a été chaleureusement accueilli par son homologue chinois, Xi Jinping. C'est la première visite d'État d'un président iranien en Chine depuis plus de 20 ans. Les deux hommes s'étaient toutefois déjà rencontrés en septembre dernier lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, organisé en Ouzbékistan. Une visite à l'initiative de Pékin qui a pour objectif de renforcer la coopération entre les deux pays. La Chine continuera à rester engagée dans la consolidation et l'approfondissement des liens avec l'Iran. Je suis prêt à travailler avec Monsieur le Président pour améliorer la communication stratégique et promouvoir la construction régulière et soutenue du partenariat stratégique global entre nos deux pays. Je pense que la mise en œuvre effective des accords de coopération entre l'Iran et la Chine, le consensus auquel nous sommes parvenus aujourd'hui et le développement des relations bilatérales favoriseront la paix, la sécurité et la stabilité régionale et mondiale. Bien que la situation internationale n'ait cessé de changer, cela n'affectera pas les liens entre l'Iran et la Chine car l'Iran continuera résolument à développer ses liens avec la Chine. Selon l'agence de presse iranienne IRNA, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Iran. En 2021, Pékin et Téhéran ont signé un vaste accord stratégique sur 25 ans, un partenariat qui couvre des domaines aussi variés que l'énergie, la sécurité, les infrastructures et les communications. Ebrahim Raïssi est d'ailleurs venu accompagné d'une importante délégation économique et commerciale. Autre point commun qui rapproche les deux pays, ils sont tous deux soumis à la pression des nations occidentales en raison de leur position sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pékin est par ailleurs l'un des membres du groupe de dialogue qui vise à relancer les accords de Vienne, dont les négociations sont pour le moment au point mort. La décision était très attendue depuis la chute observée dans les chiffres de contamination à la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a officialisé ce mercredi la réouverture de ses frontières terrestres fermées depuis 2020 pour cause de précautions sanitaires.
La Côte d'Ivoire rouvre ses frontières terrestres, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly à l'issue du Conseil des ministres. Le pays d'Afrique de l'Ouest avait fermé ses frontières maritimes, aériennes et terrestres en mars 2020, au moment où le monde entier se barricadait face à la crise sanitaire. Si les frontières maritimes et aériennes avaient rouvert quelques mois après, les frontières terrestres demeuraient fermées, poussant les ressortissants des pays frontaliers à emprunter des voies clandestines, désormais contrôlées par l'État pour se rendre chez eux. La terre des Burnis avait été relativement épargnée par la pandémie de Covid-19, avec environ 800 morts, selon les chiffres officiels. Dans l'actualité politique ivoirienne, le porte-parole de l'ex-parti au pouvoir, le PDC RDA, Bridoumi Soumaïla, s'est prononcé sur les récentes défections spectaculaires constatées parmi les principaux cadres du parti, dont certains ont décidé de rejoindre le RHDP au pouvoir. Ils étaient en transit, estime ce proche d'Henri Konan Bédié, qu'on écoute dans cet élément. Notre président a appelé à la CEI à assumer la pleine responsabilité de sa conduite des opérations des élections à venir. Enfin, comme vous savez, nous n'échapperons pas à la question sur certains départs qui ont fait l'objet volontairement de déclarations tonitruantes. Comme l'a dit le président Henri Konan Bédié, ces défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction. Ce que nous n'apprécions toutefois pas, c'est le manque de responsabilité de certains de ces transfuges qui veulent utiliser des arguments peu convaincants pour justifier ou se dédouaner de leur départ qui était attendu depuis longtemps. À la vérité, pour certains, ils n'étaient qu'en transit au PDCI-RDA, venant d'ailleurs. Nous espérons qu'au lieu où ils vont poser leurs bagages, ils en feront cette fois-ci une résidence permanente. Au Nigeria, les élections couplées de la présidentielle et des législatives 2023, c'est pour le 25 février prochain. Et il y en a parmi les femmes qui tiennent à s'affirmer sur la scène politique. C'est le cas de la jeune avocate de 28 ans, Juliette Izi Ikaire, qui brigue un poste électif pour son parti, l'African Democratic Congress à Abuja. Le Nigeria figure parmi les pays où le nombre de femmes en poste au gouvernement est le plus faible au monde. Oser se lancer dans l'arène de la politique nigériane dominée par les hommes est un parcours semé d'embûches, mais Juliette Izi Ikaire n'hésite pas à mener sa campagne directement au contact de la population. Pour moi, les défis à relever ont été au niveau du financement, mais aussi du genre. Pourquoi voter pour une femme? Mais même si nous continuons à encourager les femmes, au final, ce n'est pas une question de sexe. C'est une question de capacité à servir les citoyens et à réfléchir à des solutions. La gouvernance est une question de compétence et de communication avec les gens. Il y a aussi le problème du harcèlement. On cherche à nous intimider dans les espaces publics. Mais nous avons réussi à utiliser les bons mots et la diplomatie pour surmonter ces difficultés. À ce jour, 5 projets de loi visant à faire progresser la représentation des femmes ont été rejetés par le Parlement. Plus qu'une simple campagne électorale, l'engagement de Juliette Izi Ikaire est un combat pour les droits de tous les candidats au-delà des préjugés. Le Nigeria essaie toujours de développer une structure et une idéologie politique bien fondée. Mais African Democratic Congress est un parti qui encourage les jeunes comme moi, les femmes et les personnes handicapées à se présenter aux élections, à inciter les autres à le faire. Voilà le genre d'état d'esprit que nous transmettons dans la rue. Le nombre de femmes qui se présentent aux élections de 2023 a diminué à presque tous les niveaux. Une seule femme, Princesse Chichi Ogé, est candidate à la présidentielle du 25 février face à 17 hommes. Et elle est loin de faire partie des favoris que sont Bola Tinubu du parti au pouvoir, Atiku Abubakar du principal parti d'opposition et Peter Obi du parti travailliste. En Tanzanie, le gouvernement prévoit des investissements géants pour renforcer le secteur de l'électricité. Ce sont jusqu'à 4 000 milliards de shillings qui seront injectés sur les 4 années à venir pour moderniser les infrastructures énergétiques et améliorer le système de distribution de l'électricité. Plus de précisions dans cet élément d'Africa 24. La Tanzanie entend améliorer son taux d'électrification. Le pays va entreprendre au cours des 4 prochaines années des travaux visant à stabiliser le réseau électrique national et à mettre fin aux coupures fréquentes.
Pour ce faire, le pays dépensera un total de plus de 4 000 milliards de shillings pour moderniser les sous-stations et les lignes de transmission et stabiliser l'alimentation du réseau national. Le projet est le bienvenu. Il est même d'ailleurs très intéressant et indispensable pour l'économie tanzanienne qui a déjà un taux de croissance assez intéressant et qui aspire à devenir un pays à revenus intermédiaires. Ce projet-là vient quand même restructurer les fondamentaux du déficit énergétique de la Tanzanie. Et comme ça, l'État pourra prélever, n'est-ce pas, les droits et taxes au quotidien sur le développement des activités qui vont être générées par la réduction du déficit énergétique de la Tanzanie. 40 accords gouvernementaux totalisant 1900 milliards de shillings ont été signés le 14 février 2023 dans le cadre de ce projet. De ces fonds, 1680 milliards de shillings seront alloués à la réalisation de réparations et d'entretien de l'infrastructure de la compagnie électrique nationale Tanzania Electric Supply Company Limited, TANESCO, dans le cadre de la première phase du projet qui sera exécutée sur 2 ans à compter de l'exercice en cours. Les 385 milliards de shillings restants seront mis en œuvre par l'intermédiaire de l'Agence de l'énergie rurale. Maintenant, on peut mesurer quand même l'impact de ce projet à plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est que les ménages vont quand même avoir accès à un niveau d'électrification assez élevé comparé à celui actuel. Les entreprises qui veulent faire dans l'industrialisation au niveau de la Tanzanie n'arrivent pas à développer leurs activités à cause du déficit énergétique. Ça ramène un peu l'État à avoir une marge de manœuvre au niveau de la construction des infrastructures. En Tanzanie, l'électrification rurale fait face à un défi lié au coût élevé de l'équipement. Jusqu'ici, 9 467 des 12 345 villages du pays sont connectés, selon l'Agence de l'énergie rurale. Alors que les prévisions indiquent une croissance annuelle de 11% de la demande d'électricité, l'objectif du gouvernement est de mettre fin aux pénuries et d'améliorer l'accès, ainsi que la distribution de l'électricité dans le pays. Le gouvernement promet ainsi d'atteindre tous les villages d'ici fin 2023. On part au Libéria à la découverte de Jeremiah Lloyd Cooper, un mécène qui s'est donné pour mission de sillonner les zones rurales pour initier les lycéens à l'outil informatique. Ceci à bord d'un bus numérique dont les tournées sont visiblement très appréciées. Regardez. Dans les zones rurales du nord du Libéria, un bus circule d'école en école pour enseigner l'informatique aux élèves. Jeremiah Lloyd Cooper, un technicien de l'information et des télécommunications, a lancé le Computer Lab on Wheels, une salle informatique sur roues. Ce bus itinérant va briser la fracture numérique en initiant les élèves aux outils informatiques et à l'Internet. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires sans connaissance de base en informatique. Je ne savais même pas allumer un ordinateur. Et arrivé à l'université, j'ai été humilié dès le premier jour au laboratoire informatique, car je ne savais pas comment taper. Mon rêve est de pouvoir initier à l'informatique le maximum d'enfants qui terminent leurs études secondaires. Aménagé comme une véritable salle informatique, l'arrière du véhicule est conçu pour accueillir une dizaine d'écoliers qui n'ont plus qu'à s'installer le long des vitres face à des ordinateurs prêts à l'emploi pour bénéficier de leur formation gratuite. À chaque fois que nous arrivons dans une nouvelle communauté, il y a une forte implication. Les étudiants sont enthousiastes, ils veulent apprendre et souhaitent même que notre laboratoire informatique mobile les rejoigne le plus fréquemment possible. C'est une structure d'enseignement de l'informatique qui vient éclairer notre esprit sur les connaissances informatiques. Il nous aide à apprendre, à connaître l'ordinateur et à faire nos devoirs rapidement sur ordinateur. Jeremiah Lloyd Cooper s'est donné pour mission de connecter les communautés rurales en créant sa start-up New Breed Tech Hub, que le programme des Nations Unies pour le développement a financé à hauteur de $40 000. Retour en Côte d'Ivoire pour faire le point sur la cérémonie d'ouverture du Forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens qui se déroulait ce jeudi à Abidjan autour du thème « Investir en Afrique et adresser la problématique de l'emploi jeune ». L'événement était placé sous le parrainage de Jean Kakou Diagou, fondateur du groupe NCA. Investir en Afrique et adresser la problématique de l'emploi jeune, c'est autour de ce thème que s'est ouvert ce jeudi 16 février 2023 à Abidjan, le Forum économique des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens organisé par le mouvement ivoirien des dirigeants d'entreprises et cadres chrétiens.
c'est d'amener les jeunes à prendre conscience des réalités économiques, des réalités des besoins des entreprises et à orienter leur formation dans ce sens-là. C'est d'amener aussi les acteurs de la vie économique, qui sont les entrepreneurs, à prendre en considération les besoins de cette jeunesse-là et à participer ensemble à une adéquation formation-emploi. Dans sa conférence inaugurale, Jean Kakou Diago a rappelé les opportunités d'investissement offertes par l'Afrique et comment les 4 dirigeants chrétiens doivent s'y prendre pour réussir. Il est important de bien cerner l'environnement dans lequel on entend réaliser son projet. Seule, en effet, une bonne éthique des affaires peut assurer la crédibilité et la soutenabilité et la durabilité de nos investissements. Ce sont des chefs d'entreprise d'une quinzaine de pays qui ont pris part à ce forum marqué par des panels, des rencontres B2B et des conférences. Je pense que ce forum permet effectivement de partager les différentes expériences des uns et des autres et qui nous permettent effectivement de donner l'occasion, en tout cas des jeunes, de pouvoir également aussi, j'allais dire, prendre en tout cas le relais et puis lutter contre la pauvreté et contre le chômage. L'employabilité de la jeunesse et l'auto-entrepreneuriat sont quelques-uns des objectifs de ce forum. Petit détour par Rio de Janeiro au Brésil où les préparatifs vont bon train à quelques heures de l'ouverture de l'édition 2023 du Carnaval de Rio. Vous le voyez sur ces images, les danseurs s'entraînent avec intensité. Il faut marquer le coup lors de cette célébration populaire dont le coup d'envoi est prévu pour ce vendredi 17 février. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu giro. 5, 6, 7, 8, gira, hips, hips, hips. Não para o braço, não stop, não stop. Pour terminer, rappelons que le club allemand du Borussia Dortmund a battu ce mercredi en 8e de finale de la Ligue des Champions européenne l'ogre anglais de Chelsea sur la plus petite marque de 1-0. Les Allemands prennent ici une option sérieuse sur la qualification en quart de finale. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce jeudi sur votre télévision. On se dit au revoir et à demain.